La ville de Grand Bassam vit au rythme des activités de la première édition du Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire. L'événement se déroule du 15 au 17 juillet. La gestion du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia Fleur passée au peigne fin en présence du préfet d'Abidjan. Les précisions dans ce journal. 120 taxis ivoires remis aux chauffeurs professionnels. L'octroi s'inscrit dans le cadre d'améliorer les moyens de mobilité des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour l'essentiel de l'actualité sur Business 24 Africa. La ville de Grand Bassam abrite du 15 au 17 juillet la première édition du Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la cité historique en présence de plusieurs personnalités. Le forum, premier du genre dans la sous-région ouest africaine, vise à créer un vaste réseau d'échanges entre jeunes d'horizons divers pour promouvoir l'excellence. Le reportage de Issa Badini et Richard Akeke. Atelier, conférence, rencontre B2B, Grand Bassam va vibrer 3 jours durant au rythme de la jeunesse et du leadership. Et pour cause, les activités de la première édition du Forum international des jeunes leaders sur l'économie sociale et solidaire. Le coup d'envoi a été donné par le président du Conseil économique, environnemental et social. Dr Eugène Aka Awele, par ailleurs président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire en sa qualité de parrain, a exhorté la jeunesse à l'union et au civisme. Nous demandons aux jeunes d'avoir le comportement, le bon comportement, parce que souvent notre problème, il y a l'expertise, il y a l'intelligence, il y a la compétence. Ce qui nous manque souvent, nous créer des problèmes, c'est le mauvais comportement. Je demande aux jeunes de faire référence à ce que le président de la République appelle l'Ivoirien nouveau. Donner à la jeunesse des canaux et des outils d'expression et d'échange basés sur l'économie sociale et solidaire, c'est tout l'intérêt du Forum ESS de Bassam, révèle Francis Balou, commissaire général. La première des choses, c'est déjà d'emmener l'ensemble des jeunes, d'entrepreneurs sociaux, de faire connaissance, d'échanger, de pouvoir constituer ensemble un réseau. Et la deuxième, c'est voir comment l'ensemble de ces entrepreneurs sociaux, l'ensemble de ces jeunes leaders arrivent à influencer la politique au niveau de leur territoire. Premier magistrat de la commune de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot voit d'un bon œil la tenue du tout premier forum sur l'économie sociale et solidaire dans sa ville. Eh bien, Grand Bassam, à l'instar des autres collectivités, les mairies, les régions, les départements, a une jeunesse dynamique, une jeunesse qui a besoin de prendre toute sa place dans le processus de développement. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous nous sommes associés aux efforts déployés par le président de la région, le président Aka Awele, président du Conseil économique et social, pour pouvoir donc accompagner les jeunes dans cette réflexion stratégique. Venu bien évidemment de la Côte d'Ivoire, mais du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Sénégal, de la France, c'est plus de 300 jeunes et responsables de jeunesse qui fondent un espoir sur ce rendez-vous de la première capitale de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, je veux dire que c'est l'ARF qui accorde un intérêt tout à fait particulier à cette activité. Et je voudrais m'en réjouir fortement, mais également m'en réjouir plus fortement de trouver ici en Côte d'Ivoire que la jeunesse s'est mobilisée autour des autorités et que les autorités de la Côte d'Ivoire au niveau local accordent un intérêt tout à fait particulier à ce premier forum, à cette première édition du Forum de l'économie sociale et solidaire. Je suis venu sur ce forum-là. Pourquoi? Pour venir apprendre des jeunes leaders de mes frères ivoiriens, partager nos expériences que nous menons au Burkina Faso. Placé sous le thème entreprise sociale et collectivité territoriale, quel partenariat pour l'atteinte des ODD? Le Forum ESS première édition est à mettre à l'actif de la plateforme des organisations des jeunesse de tous les plaies avec l'appui de la RDCI. Il faut noter que le Sénat de Côte d'Ivoire a été représenté par les sénateurs et anciens ministres Ewi Bernard. L'Association internationale des régions francophones a été, quant à elle, représentée par Baban Diaye, président du département de Kaolack.
La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a récemment procédé à son siège au lancement de la 9e édition de la CGC Academy, le forum économique annuel du patronat ivoirien, prévu du 28 au 29 octobre prochain. Le thème de l'édition 2021 est le suivant: crise et résilience des entreprises en Afrique. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Marie Seri. L'édition 2021 de la CGC Academy se déroulera les 28 et 29 octobre prochains autour du thème « Crise et résilience des entreprises en Afrique ». Justifiant le thème, les responsables de la CGC ont indiqué que cela vise l'atteinte des objectifs des éditions précédentes, entre autres l'amélioration de l'environnement des affaires, l'industrialisation, la promotion de l'entrepreneuriat et l'émergence des champions nationaux. Une édition très attendue après le passage de la pandémie de la Covid-19 qui a considérablement plombé toutes les entreprises ivoiriennes. Une crise qui s'invite dans cette 9e édition de la CGC Academy à travers le thème. Nous sommes en cette année 2021 à la 9e édition de la CGC Academy. 9 années consacrées à l'amélioration de l'environnement des affaires et à la promotion de l'entrepreneuriat. 9 années à faire de la CGC Academy un bel instrument et un outil efficace pour traiter les grandes problématiques de développement du secteur privé et partant de la Côte d'Ivoire. Quant à la Covid-19, qui sévit depuis plus d'1 an dans le monde, elle a eu des répercussions importantes sur l'économie ivoirienne, faisant passer le taux de croissance du PIB de 6,9 en 2019 à 1,8 en 2020, selon les dernières données du FMI, datant donc d'octobre 2020. Cette situation a aussi touché plusieurs entreprises qui ont vu leur activité ralentir, voire s'arrêter. Lucien Aguia, président du comité scientifique de la CGC Academy 2021, a présenté le contenu de ce traditionnel rendez-vous des décideurs. La thématique de cette année a pour objectif d'identifier les crises susceptibles de freiner la croissance des entreprises et créer des outils de résilience durable. L'enjeu donc de cette 9e édition, c'est une opportunité de grand échange et de partage d'expériences et qui va au-delà de la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, tous les pays africains subissent de manière forte ces différentes crises. Mesdames et messieurs, les résultats des travaux se résument comme suit. Nous avons identifié 14 sous-thèmes, bien sûr, adaptés à chacun de nos parcours. Je ne vais pas le rappeler, tout le monde sait que l'Académie, depuis 2 éditions, comprend 3 parcours, le parcours des CEO, le parcours des Young CEO et l'Académie des PME. Il s'agit pour les organisateurs de mettre en place des moyens de riposte, de prévention et de relance après une crise comme celle que traverse le monde aujourd'hui. Crise sanitaire, financière, énergétique, industrielle, technologique ou dans la chaîne agricole. Le forum consistera également à sensibiliser les acteurs du secteur privé, surtout sur les impacts des crises majeures et préparer des stratégies de résilience face aux crises. L'édition 2019 de la CGC Academy a vu la participation effective du président rwandais Paul Kagame. En collaboration avec les cabinets internationaux Christena Consulting et Smartex Expertise, le CAMPC, entendez le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, a organisé récemment une conférence débat dénommée les matinales de la RSE, l'éthique et du développement durable. L'objectif étant de trouver des pistes de réflexion sur l'avenir de l'Afrique ainsi que les possibilités d'une croissance économique prenant en compte la nature et les hommes. Suivez. La RSE, ou responsabilité sociétale des entreprises, est un concept né aux États-Unis au début du siècle dernier. Il est aujourd'hui un pilier de développement durable. Ce concept a fait l'objet d'un débat dont le thème était RSE, éthique et développement durable en Afrique, enjeux stratégiques et défis de mise en œuvre opérationnelle.
Il s'est agi pour le conférencier de faire la genèse de la RSE, de voir comment les Africains pourraient l'adapter à leur réalité et définir la plus-value qu'elle apporte aux entreprises africaines. Nous n'allons pas appliquer le rêve américain en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons nos propres réalités sociales, nous avons nos propres attentes, nous avons nos propres valeurs. Donc, il nous revient alors de définir le cadre de la responsabilité sociale et le développement durable qui pourrait intégrer nos attentes à nous, nos propres réalités sociales, nos propres réalités environnementales, nos souhaits en matière de gouvernance. Donc, c'est le cadre de la RSE. Les échanges entre le conférencier et les participants ont été très fructueux. En organisant cette rencontre, le CAMPC traduit son engouement pour une Afrique forte. Pour les participants, adapter la RSE aux contextes africains contribuerait aisément à développer le continent. Moi, je pense que c'est un thème qui est d'abord à vulgariser. C'est la première des choses, pas seulement en Côte d'Ivoire, il faudrait que ce soit partout ailleurs en Afrique. Dans nos sociétés, nous savons tous que les entreprises qui s'implantent ici ne respectent pas forcément ce que, j'allais dire, les entreprises mères le font dans leur pays d'origine. Il était donc bon, les CAMPC, en tant que structure de formation, diffusion donc de connaissances et de sensibilisation donc, dans ce sens-là. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC est une institution intergouvernementale de formation professionnelle. Créé en 1970 à Yaoundé, il regroupe 6 pays, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Gabon, Niger, Togo. Il a pour mission d'assurer le renforcement des capacités des cadres africains en cours d'emploi dans une optique d'échange, de partage et d'intégration africaine. La 4e édition des Awards de la diaspora bat son plein dans la capitale économique ivoirienne. Une initiative du réseau des diplômés de la diaspora, en abrégé RIDD, pour célébrer l'excellence et pour distinguer les meilleurs étudiants formés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. En attendant la cérémonie de distinction, ces jeunes Ivoiriens ont eu droit à une journée sur le choix de leur futur métier pour une meilleure insertion professionnelle. Reportage. La salle Masset de cet établissement hôtelier s'est avérée exiguë pour accueillir le millier de jeunes Ivoiriens venus prendre part à la 4e édition des Awards de la diaspora. Pour cette première journée, ils ont été instruits sur les métiers d'avenir et le leadership féminin sur la performance des entreprises. Pour les responsables du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora RID, cette rencontre vise à préparer les étudiants à mieux s'insérer dans le tissu socio-professionnel à travers un choix adéquat du métier à exercer plus tard. Et de pouvoir encourager les jeunes talents ivoiriens de la diaspora à pouvoir cultiver la culture de la méritocratie et de l'excellence. Parce que nous croyons que c'est des talents excellents qui permettront à nos pays de pouvoir aller encore de l'avant. Donc on doit retenir que la jeunesse de Côte d'Ivoire est invitée à se former, mais quand elle se forme à l'étranger, à revenir en Côte d'Ivoire afin de mettre ses compétences au service de son pays, la Côte d'Ivoire. Pour la 2e journée de cette 4e édition des Awards de la diaspora, il sera organisé une soirée gala au cours de laquelle les meilleurs étudiants ivoiriens à l'étranger vont être connus. Un vivier de ressources humaines dans lequel les entreprises sont prêtes à puiser pour pérenniser leurs activités et leur compétitivité. Le jumelage des produits, des talents au plan local et aussi des talents au niveau de la diaspora vont faciliter la productivité de notre pays. À travers cette action, orientée vers les jeunes Ivoiriens et Africains, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora lutte pour réduire la fuite des cerveaux, car convaincu qu'ils constituent des acteurs de développement de la Côte d'Ivoire et des autres pays africains. Cette année, le Maroc, le Burkina Faso et la France sont à l'honneur. Un choix justifié par la présence d'une forte communauté d'étudiants ivoiriens dans ces 3 pays. Dresser le bilan des activités et se projeter dans l'avenir.
C'est ce à quoi a consisté la première session conjointe du comité de gestion du parc national du Banco et de la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Tenue au parc national du Banco, cette session a été présidée par le préfet d'Abidjan, Issa Badini. Définir les principales orientations pour la conservation durable du parc national du Banco, la réserve naturelle Dahlia Fleur, tel était le défi de la première session conjointe 2021 des comités de gestion locale. Autour d'une même table, les gestionnaires des déserts protégés, autorités administratives, collectivités territoriales et communautés riveraines. À la manœuvre, le préfet d'Abidjan, Ngoun Germain François, qui apprécie la nouvelle gouvernance de ce que l'on appelle le poumon vert d'Abidjan. Vous avez tous des intérêts. Il vaut mieux que vous soyez ensemble pour pouvoir le gérer parce que chacun apporte sa contribution à la meilleure gestion de ces intérêts-là. Et quand on ne gère pas ensemble, on peut observer des déperditions. Et pour éviter cela, il faut qu'on soit ensemble. Et je crois que c'est une bonne initiative de les avoir associés à la gestion de ce parc. Cette première session de l'année 2021 est aussi l'occasion de faire le bilan des actions menées pour la sauvegarde et la promotion des 2 sites protégés. Un bilan positif note le colonel Kassoum Ouattara Draman, directeur de l'administration des ressources humaines de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Le bilan se voit de lui-même. Quand vous entrez au Banco, vous voyez que des infrastructures ont été réalisées, ce qui est visible, ce qui est palpable, parce qu'au-delà de tout ce qui est surveillance, je pense que l'Ivoirien a besoin de choses concrètes. Et quand vous entrez, vous voyez que les pistes ont été réhabilitées, l'escalier a été fait, là où nous tenons la réunion, ça a été réhabilité. Vous arrivez au niveau de Dahlia Fleur, vous voyez qu'il y a un opérateur qui est là, qui permet de valoriser cet espace. La forêt du Banco, la gestion évolue et aussi l'impact sur la commune, en tout cas, va de bien en bien. Parce qu'avant, les gens avaient peur, la population d'Atikoubé avait peur de venir. Autrefois sujet à des préjugés occultes, le parc national du Banco commence à gagner la confiance des randonneurs grâce aux actions de l'OIPR et ses partenaires. Il est bâti sur 3474 hectares et est limité par les communes de Yopougon, Abobo, Atikoubé, Cocody et Adjamé. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, la Côte d'Ivoire s'apprête à bénéficier du Fonds vert pour le climat. À cet effet, une formation a été initiée au FIRCA pour faciliter l'acquisition de ce fonds vert afin d'aboutir à la mise en œuvre du programme pays. Le reportage est signé Alain Brice Zadi. Il est commenté par Pierre Tebeu. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par le biais de son directeur de cabinet, a procédé ce jeudi 15 juillet 2021 au lancement de l'atelier du projet de renforcement de capacité et de l'appropriation de la Côte d'Ivoire à accéder au financement climatique pour la mise en œuvre du programme pays du Fonds vert pour le climat. Parfait Kwadjo, directeur de cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, a donné le bien fondé de ce projet qui durera 2 ans. Donc il est important pour le ministère, à travers cet engagement du FIRCA aux côtés du ministère pour la lutte contre les changements climatiques, de venir procéder au lancement de ce projet. C'est un projet important qui permettra donc de renforcer les capacités des acteurs, qui permettra de mettre en place un système de collecte de données. Vous savez, quand vous avez les données, vous pouvez prendre la bonne décision. Partenaire de livraison de ce projet, le FIRCA est prêt à accompagner le gouvernement dans ce projet, comme l'a indiqué son directeur exécutif au cours de ce lancement. Le FIRCA, en avril 2020, a été accrédité auprès du Fonds pour l'adaptation pour le climat. Et le FIRCA est en bonne voie pour son accréditation auprès du Fonds vert. Le FIRCA est une entité nationale qui va travailler en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Notons que le Fonds vert pour le climat est le plus grand fonds au monde visant, d'une part, à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de développement et d'autre part, à aider les communautés vulnérables à s'adapter aux impacts déjà répandus des changements climatiques. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de soutenir la filière cacao impactée par la Covid-19 à hauteur de 17 milliards de francs CFA.
Seulement que récemment, les acteurs sont divisés quant au mode de répartition de cette aide. Le jeudi dernier, des organisations de producteurs de cacao ont appelé dans une déclaration publiée tous les acteurs de la filière à garder le calme. Le collectif dit avoir compris que les termes de référence de ce fonds n'autorisent pas le partage en numéraire. On écoute. Après une séance de travail entre le comité et le directeur général du Conseil Café Cacao, il ressort que le montant du fonds est estimé à 17 milliards de francs CFA. Ayant pris connaissance du montant, 17 milliards, les producteurs avaient souhaité une répartition en numéraire. Plusieurs rencontres avec le directeur général et les autorités compétentes ont permis de comprendre que les termes de référence de ce fonds n'autorisent pas le partage en numéraire. Le comité scientifique et de négociation demande aux producteurs de saisir l'opportunité que le gouvernement nous donne pour bénéficier de cet appui, quelle que soit la forme. C'est d'ailleurs l'occasion de remercier, au nom de tous les producteurs, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Son Excellence, M. le Premier ministre Patrick Hachi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture pour leur engagement sans faille en faveur du bien-être des producteurs de café cacao. Selon la Banque mondiale, 15 millions de déplacements sont enregistrés par jour en Côte d'Ivoire, alors que l'offre du transport est insuffisante. Le ministre ivoirien des Transports en fait son chemin de bataille pour l'amélioration du secteur. À cet effet, 120 véhicules ivoires flambant neufs de marque Toyota ont été remis aux conducteurs professionnels pour améliorer la circulation des biens et des personnes. Le reportage de Zeynab Dosso. Comme annoncé depuis 3 mois, 120 véhicules flambant neufs de marque Toyota sont en circulation à Abidjan. Ce sont les nouveaux taxis-compteurs ivoires dont les transporteurs professionnels ont réceptionné les clés des mains du ministre des Transports Amadou Koné. Ce projet s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien, celle de renforcer le parc automobile et surtout améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Il est piloté par le Fonds de développement du transport et des partenaires et fortement soutenu par les Ivoiriens de la diaspora. Toute opération confondue, nous sommes aujourd'hui, en ce qui concerne le segment du taxi, à plus de 500 taxis qui ont été mis à disposition globalement. Donc l'ensemble du projet de renouvellement du parc automobile permet aussi de sortir beaucoup de transporteurs de l'informel. Donc je voudrais aussi m'en réjouir. Donc c'est un programme que nous allons poursuivre. Dès lors que vous remplissez les conditions d'éligibilité qui portent sur 3 éléments principaux. Le premier élément, il faut être de nationalité ivoirienne. Le second élément, il faut être porteur d'un projet d'entreprise de transport. Et le troisième élément, s'acquitter d'un apport initial qui oscille entre 5% et 20% sur la base d'un mécanisme de prêt assigné auprès d'une banque commerciale qui accompagne le projet. Toutes ces conditions ont été remplies par les bénéficiaires qui aujourd'hui sont les plus heureux, restant en faire bon usage. Notons que la cérémonie de remise des clés des taxis-compteurs est la 2e du genre. Il y a 3 mois, les entreprises bénéficiaires ont réceptionné 50 véhicules. En Côte d'Ivoire, les contraintes pour se déplacer et les accidents de circulation sont chose courante. Ces 3 dernières semaines, c'est une quarantaine de décès qui a été enregistrée, selon le ministre. Ce que les populations de Côte d'Ivoire espèrent, c'est que les efforts du gouvernement et de tous les acteurs du transport ne soient pas vains. À la veille des Jeux Olympiques de Tokyo, la Direction générale des sports de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie de réarmement moral à l'endroit des jeunes athlètes ivoiriens. Ils ont bénéficié des primes et des encouragements dans une atmosphère de fête de la part des supporters ainsi que du ministre dans Haut Paulin. Suivez. C'est dans la joie et l'allégresse que les éléphants athlètes ont été encouragés à donner le meilleur d'eux-mêmes à ces compétitions de Tokyo. Prévu se tenir du 23 juillet au 8 août 2021 au Japon, ces Jeux se dérouleront à huis clos cette année pour cause de la pandémie à coronavirus.
Pour cette raison, le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a tenu à rassurer les athlètes du soutien du chef de l'État. Nous serons présents avec 6 disciplines. Nous avons le privilège d'avoir 5 disciplines ici et avec des athlètes qui sont en préparation à l'international, aux États-Unis, en Espagne, en France, qui vont nous rejoindre dès ce week-end à Tokyo. À cette occasion, plusieurs chèques ont été octroyés aux sportifs et à certaines fédérations. À ce sujet, le ministre fait des précisions. Ce qu'a dit le directeur général des sports. Il y a eu tout à l'heure la présentation de chèques. Mais ce ne sont pas des chèques en bois. Pour la plupart, toutes ces sommes ont été déjà perçues par les athlètes. Mais nous avons prévu 3 primes supplémentaires. La prime de qualification qui a été déjà mise à disposition. Mais vous allez avoir une prime de participation par athlète à Tokyo dès votre arrivée. 1,5 million par athlète ainsi que les encadreurs. Et nous avons prévu, pour booster votre enthousiasme, on a prévu en plus une prime d'objectif. 10 millions par personne pour une médaille en or, 7,5 millions pour une médaille d'argent et 5 millions pour une médaille de bronze. Il faut noter que tous ceux qui effectueront le voyage sur Tokyo seront surveillés par téléphone, et c'est dans les soucis de veiller à ce qu'ils ne soient pas contaminés. Les corridors constituent des étapes très importantes dans l'acheminement des marchandises des pays d'origine aux marchés ivoiriens. Afin de faciliter l'approvisionnement des marchés ivoiriens en bétail pour la Tabaski, le Conseil national de lutte contre la vie chère a visité plusieurs corridors du centre et du nord du pays afin de sensibiliser les forces de l'ordre contre tout acte de racket. C'était le jeudi dernier dans le cadre de la 2e journée de la sensibilisation initiée par le Conseil national de lutte contre la vie chère. Nadia Eounoud. Au corridor de Kanaolo, ce 15 juillet, l'heure est à la sensibilisation contre le racket. Un agent de l'unité de lutte contre le racket, ULCR, explique les méthodes de contrôle d'un véhicule aux forces de l'ordre à ce poste. Il fait partie de la mission de sensibilisation contre les pratiques inappropriées dans le secteur bétail-viande initiée par le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC. À sa suite, la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Hanide Diz Bakone, chef de délégation de cette mission, s'est adressé aux forces de l'ordre. Donc nous, ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'arrêter de faire votre travail parce qu'il y a aussi la sécurité. On sait les problèmes qu'il y a, on sait les risques qu'il y a avec les camions de bétail qui viennent en Côte d'Ivoire. Donc continuer à faire le nécessaire en termes de sécurité, en termes d'inspection, en termes de regarder les camions, mais que ça se fasse sans prendre quelque chose. Cet exercice, elle a fait à différents corridors dans le centre et le nord du pays. C'est dans le cadre de la 2e journée de sensibilisation axée particulièrement sur les corridors. Ces postes de contrôle importants dans l'acheminement de bétail dans les villes ivoiriennes. Les animaux sont très chers. Encore quand on arrive en Côte d'Ivoire, pour vendre les moutons et puis retourner, bon, pour retourner, c'est pas facile. Parce qu'au niveau des corridors, partout, toutes les corps sortent. Et puis ils nous arrachent des lasagnes, des fois des barrières de 5 000 à 10 000, c'est pas facile. Moi j'achète les femelles là, pour aller prendre Abidjan. Sur la route là, en partant, il n'y a pas de problème. Enregistrement, tout ça là, c'est propre, c'est normal. Mais maintenant au retour là, je suis trop fatigué. Même si tu portes, tu donnes les papiers là sur la route là, non, ils disent oh, il faut payer l'argent. Donc s'il peut regarder ces cas là. Nous sommes conscients des difficultés de la filière bétail-viande. C'est l'objet même de cette mission. C'est parce que le gouvernement est conscient qu'il y a des difficultés en termes d'acheminement, il y a des difficultés sur la route, que cette mission a été commanditée. Nous, ce que nous faisons au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du gouvernement, c'est de permettre, une fois qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, c'est de faciliter au maximum leur trajet jusqu'au marché terminal. Cette mission initiée par le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, s'effectue du 13 au 18 juillet. Elle visitera pour la prochaine étape la ville de Korogo.
Direction Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où les sénateurs étaient en séance plénière. Ils ont récemment examiné et approuvé l'ordre du jour des travaux du Sénat de la période allant du 13 juillet au 4 août 2021. Reportage. Adopté en unanimité par l'ensemble des sénateurs présents, les travaux du Sénat de la période du 13 juillet au 4 août 2021 prévoient le débat d'orientation budgétaire DOB pour la période triennale 2022-2024, 2 séances d'information parlementaire et l'examen de 7 projets de loi et une proposition de résolution. Et nous avons notre calendrier de travail qui part du 19 juillet au 4 août, avec 2 séances d'information parlementaire. Au cours de cette séance, Sarah Fadika Sako, vice-présidente du Sénat, a informé les sénateurs que le sénateur Djoua Keyi Edouard, président de la commission sécurité et défense au Sénat, est le nouveau président du groupe parlementaire RHDP, en remplacement du sénateur Touré Souleymane, nommé ministre-gouverneur. Cet élément signé Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu, met un terme à cette édition. Bon week-end à toutes et à tous.